Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Construisez vos piscines en fermant toutes nos usines. Mais putain, faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez. Manipulez-nous mieux. Je suis berger. Je possède des milliers et des milliers de moutons qui m'obéissent au doigt et à l'œil, et aussi à la baguette. Mon rôle de bon pasteur est de les protéger avec amour, donc je les nourris bien, j'en prends soin. Alors pourquoi mes moutons sont heureux, mais vraiment heureux quand je les tonds? Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas quand je les vaccine, quand je les sacrifie sur l'autel de la gastronomie? Il y a un mystère, il y a un mystère. Surtout quand on sait que moi, je suis qu'un petit bonhomme fragile, qui ne ferait pas le poids face à un mouton en colère. Un seul mouton en colère, un seul bélier peut me tuer d'un seul coup. Eh bien, le secret, le voici. Pour qu'un troupeau de milliers de moutons soit docile, soumis, obéissant, eh bien, il suffit de jouer soit sur la peur, soit sur leurs besoins de sécurité. Exemple. Quand j'ai besoin de les tondre, ou de les vacciner, ou de les confiner, ou même de les mener à l'abattoir, eh bien, je leur crie « Attention, vous avez un loup ! Il y a un gros loup !» Donc là, je joue sur la peur. « Courez vite dans la bergerie, allez vite, 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 réfugiez-vous là-bas. » Besoin de sécurité. Et là, dans une psychose collective, où ils se piétinent les uns les autres, ils se carapatent tous dans la bergerie, sans même réfléchir, parce qu'ils sont heureux de se retrouver en sécurité, confinés dans la bergerie, loin des dents du loup. La peur court-circuite la réflexion. Elle fait exploser leurs neurones. Alors déjà, qu'un mouton, il n'y en a pas beaucoup. Alors pendant que leur attention est dirigée vers le loup, eh bien moi, tranquillement, je les tonds, je les vaccine, je leur tatoue le gigot, je puce les rebelles, je castre les chefs, bien sûr, en leur injectant des médicaments, etc., etc. Et quand j'ai fini mon travail, eh bien, je les relâche tout doucement par petits groupes. Alors c'est vrai qu'ils se sont fait tondre, ça ils s'en rendent compte, ils le voient, mais ils sont heureux d'avoir échappé au gros loup. Ils sont tondus, mais encore vivants, donc contents, heureux. Si je vous dis, ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté dans une société profondément malade. Je trouve ça très juste. Je trouve ça très juste comme objection. Donc pour moi, je ne sais pas d'où ça vient, cette expression, mais ce qui est drôle, c'est que je l'ai entendue il n'y a pas longtemps. Krishnamurti. Ah oui, d'accord. Quelqu'un m'en a parlé, quelqu'un a dû m'envoyer un message et m'a fait part de cette citation. Et ça a fait écho au travail que je fais actuellement sur la question de l'adaptation. Donc, le travail que je fais actuellement tourne autour de ce concept d'adaptation. Est-ce que c'est d'ailleurs un concept, plus ou moins? C'est une idée, une catégorie, qui vient notamment, pas uniquement, mais qui vient notamment du darwinisme, et qui petit à petit s'est mis à coloniser, à envahir tous les champs de la vie humaine collective. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et une ambivalence fondamentale, c'est effectivement que l'adaptation, normalement, c'est un signe de bonne santé, par exemple en psychologie. En psychologie, c'est un critère fondamental de la santé psychique, d'être adapté à son environnement. Et il y a un moment un peu compliqué où parfois, en s'adaptant ou en se suradaptant, on est en réalité en train de s'adapter à quelque chose de délétère. Et donc, ce qui était censé être signe de santé est peut-être signe de maladie. Donc, effectivement, quand j'ai lu cette citation, ça a fait écho. Le projet de l'Union européenne est un projet totalitaire. Je suis extrêmement clair avec ça. C'est un projet totalitaire marchand, c'est-à-dire c'est un projet qu'on appelle néolibéral parce qu'effectivement il prend sa source chez une bande d'intellectuels américains juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui est un contre-projet à ce qui est en train de se mettre en place avec l'ONU, etc. Après 1945, on met en place des grandes politiques publiques, des grands services publics pour qu'il n'y ait plus jamais ça. C'est-à-dire, on essaie de réguler le capitalisme avec un gars qui s'appelle Keynes. Au même moment, se met en place une contre-révolution, c'est-à-dire une petite clique, Milton Friedman, Friedrich von Hayek, des gens comme ça, vont théoriser le contraire, c'est-à-dire une société dans laquelle il n'y a plus du tout de service public. En partant de l'idée, dont on peut discuter par ailleurs philosophiquement, pourquoi pas,
Une société dans laquelle tous nos rapports seraient des rapports marchands réglés par un rapport contractuel, si tu veux, serait une société en paix. En gros, c'est ça l'idéologie néolibérale, c'est que si on ne veut plus de guerre, c'est le marché, si tu veux, qui régule le mieux ça. Comment vous modélisez ou comment vous anticipez la réaction du pouvoir et comment vous anticipez la réaction du pouvoir néolibéral? Est-ce qu'il va se tendre, se raidir, devenir violent? On le voit déjà. On le voit déjà, oui. Mais ça, c'est un échec. Parce que dans la théorie liebmanienne, le but est d'éviter la violence. À partir du moment où un gouvernement néolibéral commence à sortir les matraques, c'est qu'il a échoué. Le but, c'est de fabriquer le consentement, donc c'est d'avoir un consentement, c'est que ça se fasse avec le consentement. Quand on passe à la violence, on passe à autre chose. Qui est? Alors, qui est rien de théorique, qui est de la pure brutalité politique d'un mouvement hégémonique qui a été hégémonique et qui ne fonctionne plus. Est-ce que les Gilets jaunes démontrent une certaine capacité à sortir du consentement? Pour moi, c'est évident. Les Gilets jaunes, ce mouvement, c'est un symptôme de la crise du consentement dont on parlait tout à l'heure. C'est d'autant plus évident, je ne veux pas me livrer à la sociologie sauvage, je ne suis pas sociologue et on n'a pas encore fait la sociologie ni l'histoire de ce mouvement, mais c'est évident, on a quand même le droit d'avoir des intuitions. Il paraît évident que la grande majorité de la grande majorité de ceux qui ont revêtu ce gilet jaune, etc., et qui ont lancé ce mouvement, étaient des gens qui, pendant des années, avaient consenti. Avaient tenté de... ça a été dit par des commentateurs, chroniqueurs, etc., je pense que c'est juste, avaient tenté de jouer le jeu de la mondialisation, de jouer le jeu de tout ce modèle de société. Pendant très longtemps, ils ont été dans le consentement. Et puis, petit à petit, ce consentement a commencé à faiblir depuis longtemps, et de plus en plus, et puis au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Alors bien sûr, sur le nombre, il y a toujours quelques rebelles, des moutons noirs, hein, qui sont des moutons plus intelligents que les autres, qui comprennent, ils ont pigé mon stratagème. Alors ils essayent, ils tentent désespérément d'expliquer à leurs frères moutons, à leurs congénères, que si le loup en croque 2 ou 3 seulement, le berger, lui, est beaucoup plus dangereux, puisqu'ils finiront tous sur une table en méchoui, ou sur la table pascale. Alors il faut les gérer, ces moutons noirs, qui ne veulent pas rentrer dans la bergerie. Parce que ce sont des rebelles, ce sont des esprits libres. Alors à ceux-là, soit je leur montre mon bâton, soit je les fais mordre par mon chien. Or le mieux, c'est d'égorger un seul mouton noir devant les autres. Alors ça, c'est super efficace, ça. Pour un seul de sacrifié, j'en terrorise des milliers qui deviennent, mais alors, doux comme des agneaux. J'en tue un et j'en soumets des milliers. C'est comme ça qu'on étouffe la moindre velléité de révolte. Pour faire passer ça dans les esprits, il faut un travail de manipulation conséquent et ça va passer par le langage. La langue de bois dans laquelle on est engagé, au moins depuis la fin des années 70, grosso modo, on fait dater ça à Reagan et Thatcher. Après Tony Blair, et puis en France, Jospin, Mitterrand, toute la bande. Faire accepter ça dans les opinions publiques, ça suppose un travail de l'opinion publique, qui en France est mené par un think tank ultralibéral qui s'appelle l'OCDE, qui va fournir aux hommes politiques des éléments de langage pour faire passer ça. Par exemple, actuellement, vous avez une destruction totale de la formation professionnelle en France. Le nom de la loi qui met ça en œuvre, c'est la loi sur la liberté de choisir son orientation professionnelle. C'est un langage qui paralyse la pensée. C'est-à-dire que si tu travailles pas ça, si tu n'es pas payé pour être intellectuel, tu n'as pas grand-chose à opposer à une loi sur la liberté de choisir son orientation professionnelle. C'est chouette. Tu n'as rien à dire à la démarche qualité. C'est bien la qualité. Tu n'as rien à dire à l'autonomie des universités, à l'harmonisation des diplômes, enfin toutes ces jolies choses. Le vivre ensemble, tu vois, des trucs comme ça. Il y a une offensive intellectuelle, il faut vraiment le comprendre ça, parce que les gens se disent non, ça c'est complot.
Pas du tout. Je veux dire, vous avez le livre de Case Dixon qui s'appelle Les évangélistes du marché, qui montre très très bien comment c'est organisé, par où ça passe, quels sont les lieux, quels sont les endroits. C'est un livre très sérieux. Et donc il y a une offensive idéologique coordonnée, si tu veux, qui passe par du langage. Je veux dire, la croissance négative, tu vois. Mais ils savent ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, c'est pas des gags. Ils s'amusent pas. C'est développement durable, commerce équitable. Ils savent ce qu'ils font. Cette révolution, c'est la mise en place d'un environnement complètement nouveau dans l'histoire de la vie, qui est à l'échelle du monde, à l'échelle planétaire, qui implique une accélération des rythmes exponentiels, qui implique donc la mise en... alors les frontières, toutes les frontières et les clôtures sont bouleversées, mais d'une manière extrêmement rapide. Ça, c'était le cas avant, hein, dans le domaine de la vie. Il y avait toujours, les environnements étaient redéfinis avec les organismes. Mais là, ça va très très vite. Et on a donc une espèce qui crée un environnement que lui appelle celui de la révolution industrielle. Il la voit dès avant le 19e siècle, il en voit les signaux dès la deuxième moitié du 18e siècle, ce qui n'est pas entièrement faux d'ailleurs. Et à partir de là, notre espèce a donc créé un environnement complètement nouveau, sans clôture, dans lequel toute forme de stase est menacée et en accélération donc constante. Et la grande difficulté pour Lippmann, qui n'est pas inintéressante, c'est pas inintéressant de poser la question comme ça, c'est que notre espèce n'est pas adaptée à ce nouveau monde, celui qu'on appelle aujourd'hui le monde de la mondialisation. Nous ne sommes pas adaptés, ni sur le plan cognitif, nous ne sommes pas équipés sur le plan cognitif, sur le plan psychique, sur le plan affectif, pour supporter l'environnement que nous avons nous-mêmes créé. Parce que c'est Orwell, hein, c'est Orwell. Alors, il a tout inventé en 1945. Il a dit, si vous voulez transformer un pays en pays totalitaire, c'est très simple. Hein, pas la peine d'avoir des armées qui défilent dans les rues. Vous changez le vocabulaire, vous mettez que du vocabulaire positif, vous enlevez tout le vocabulaire négatif. C'est ça le gag dans 1984. Dans 1984, je ne sais pas si vous vous rappelez, le boulot du héros, c'est de supprimer les mots négatifs du vocabulaire. Et donc, il tombe sur le mot mauvais. Il dit, mauvais, ça sert à rien. Il y a mauvais, il y a bon. Et en fait, c'est con. On n'a pas besoin de mauvais, il suffit de mettre un bon. Et donc, il dit, à partir de maintenant, mauvais n'existe plus, il y a bon et un bon. Sauf que un bon, c'est pas pareil que mauvais. Et ben moi, j'ai un spectateur qui est venu me voir un jour, qui m'a dit, monsieur, je viens de me faire décruter. Il s'est pas fait licencier, il s'est pas fait virer, il s'est pas fait jeter, il s'est fait décruter. Recruter, décruter. Ça va, quoi. Et ben oui, mais sauf que ça paralyse l'action. Alors, il y a de nombreux hommes politiques qui viennent me demander de les coacher. Alors que moi je ne suis qu'un simple berger, je suis qu'un pauvre berger, hein. Mais s'ils me le demandent, c'est justement parce qu'on peut utiliser ces méthodes, les méthodes de berger, chez des humains. En effet, la différence entre le comportement des moutons et celui des humains, eh bien c'est que justement il n'y a aucune différence. C'est ça le secret. Le secret est là, il n'est pas ailleurs. Donc, quand on veut faire passer une loi impopulaire, qui ne fait pas plaisir, eh bien, on le fait pendant que la population a peur. Par exemple, on parle de crise climatique, de crise de la dette, de crise financière, de tempête, de canicule, de terrorisme, de crise sanitaire, etc., etc. À cause du coronavirus, là on joue avec la peur, eh bien, on a réussi à confiner non pas des milliers de moutons, mais des milliards d'humains sur toute la planète, sur toute la Terre. Des humains, confinés comme des animaux. Des humains déshumanisés. Et le pire, le plus révoltant, le plus dramatique, c'est que les chefs rebelles ferment leur gueule. Les grands chefs, ils acceptent aussi leur confinement. Alors la seule solution pour s'évader de ce piège machiavélique serait un réveil collectif. Alors moi personnellement, je ne perds plus mon temps à essayer d'éclairer les blaireaux. Ça sert à rien, ça ne sert strictement à rien. Parce que quand j'explique la stratégie dont sont victimes les moutons, soit le mouton est déjà éveillé, alors dans ce cas-là, toutes mes explications sont vraiment inutiles, ou alors je tombe sur un mouton con. Et si c'est un mouton con, il ne comprendra rien à ce que je lui raconte. Parce que justement, c'est un mouton con. Alors il faut faire attention parce que le mouton con, lui, il n'est pas fautif. Hein. Il est con, c'est tout, c'est pas sa faute.
manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Allez, juste un petit effort, on vous demande pas grand chose. Vous savez aussi bien que nous qu'on n'a pas inventé l'eau chaude.